Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 13e conférence, j'examinerai comment la Société Saint-Jean-Baptiste a combattu la centralisation des pouvoirs par le gouvernement fédéral. À l'occasion de la crise économique des années 30 et surtout de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a entrepris de reviser la distribution des pouvoirs de la Fédération canadienne pour mieux assumer les fonctions d'un État interventionniste qui devait offrir des programmes sociaux pour relancer la croissance économique et aussi pour financer l'effort de guerre. Donc, le gouvernement canadien, dans les années 30, avait institué des nouveaux programmes sociaux, comme les pensions de vieillesse, et voulait aussi développer des programmes d'assurance chômage. Et il a demandé aux provinces de lui céder ses pouvoirs de taxation à l'occasion de la création de la commission d'enquête sur les relations fédérales provinciales qu'on a désignée comme étant la commission Rowell-Sirois du nom de ses deux présidents. Cette commission d'enquête fut créée unilatéralement par le pouvoir fédéral en 1937 et elle va produire son rapport en 1940. La Société Saint-Jean-Baptiste va donc commencer à s'intéresser aux questions constitutionnelles pour préserver l'autonomie provinciale. Elle va donc défendre une position visant à une plus grande décentralisation des pouvoirs au Canada. Le président de la société de l'époque, Joseph Dansereau, expliquait les raisons pour lesquelles on commençait à s'intéresser à la question constitutionnelle. Je le cite. Il importe à l'unité et à la force d'une société comme la nôtre de se maintenir au-dessus des partis politiques, mais il lui appartient de contribuer à former une saine opinion publique. Le Conseil général voit dans la Constitution fédérative un pacte entre deux groupes de Canadiens, les Canadiens de langue française et les Canadiens de langue anglaise, pacte par lequel sont sauvegardés les intérêts culturels et les intérêts religieux. Le Conseil général revendique donc l'autonomie des provinces dont les droits sont antérieurs à ceux du fédéral. Les nationalistes canadiens-français, donc depuis 1867, soutiennent cette thèse que le Canada est une confédération et que ce sont les unités constituantes, soit les provinces, qui détiennent la souveraineté et qu'ils ont transféré des responsabilités à un ordre supérieur de gouvernement. Cette logique, évidemment, empêche toute modification constitutionnelle qui serait à l'initiative unilatérale du gouvernement canadien. Et disons que jusque dans les années 30, les nationalistes étaient satisfaits de ce partage des pouvoirs et ne cherchaient pas à revoir, à reviser la distribution des compétences dans le régime fédéral. Ils étaient contents du statu quo. C'est donc le gouvernement canadien qui prend l'initiative dans les années 30 de faire des propositions pour changer l'ordre constitutionnel afin de renforcer l'autorité du pouvoir fédéral sur le développement économique et aussi sur les questions sociales. Alors que la commission de Rowell-Sirois va recevoir des mémoires et la Société Saint-Jean-Baptiste dépose son mémoire le 13 mai 1938 qui est intitulé Le Canada, un pays anglo-français. Ce mémoire est composé de deux parties. La première, on synthétise la doctrine constitutionnelle qui va prévaloir jusqu'à la Révolution tranquille et on exprime cette logique des deux peuples fondateurs qui sont à l'origine du Canada. Je cite un extrait de ce mémoire qui témoigne de cette vision de la Constitution canadienne. J'ouvre les guillemets. De fait et de droit, le Canada est un pays mixte. Deux races, deux cultures, deux civilisations constituent cette réalité. La dualité canadienne commence à la fin du régime français, évolue
durant un peu plus d'un siècle pour s'épanouir dans le pacte de la Confédération. La deuxième partie du mémoire que la Société dépose à la commission Rowell-Serrois expose pour la première fois, à ma connaissance, une vision argumentée de la thèse de la société distincte, thèse qui aura beaucoup d'écho dans les années 1990. Et ce qu'on cherche à montrer, c'est que le Canada français se différencie du reste du Canada à la fois sur le plan économique, social et culturel. Et donc, si le Québec est différent du Canada, il ne peut pas être soumis à des lois uniformisantes qui ne tiendraient pas compte de sa réalité sociologique. Alors, il y a une contradiction ici entre le fait que le Canada veut développer des politiques sociales qui s'appliquent à l'ensemble des provinces canadiennes. Or, le Québec étant très différent par sa composition sociologique, d'une part parce qu'il y a 85 de la population québécoise qui est catholique, ensuite 80 de cette population est de langue française, et aussi, surtout, cette population est surtout concentrée dans les milieux ruraux. Évidemment, ici, on est un peu en retard sur l'évolution démographique lorsqu'on soutient la ruralité, mais c'est une réalité historique, à savoir que c'est dans le monde rural que les Canadiens français se sont installés. Donc, il faut tenir compte, disent les dirigeants de la société, de cette dualité nationale au Canada. Et on prétend que la Constitution de 1867 reconnaissait cette dualité nationale, puisqu'on avait inscrit à l'article 93 le principe de la dualité religieuse. À l'article 133, on avait inscrit le principe de la dualité linguistique. Et à l'article 94, on avait inscrit le principe de la dualité des systèmes juridiques. Voilà donc les fondements socio-historiques selon lesquels le Canada doit absolument respecter la dualité, le biculturalisme, la dualité donc des deux peuples fondateurs. Et en plus, évidemment, ici, la société explique dans son mémoire que le Québec étant différent des autres provinces, les problèmes du Québec ne peuvent pas être réglés par des mesures adoptées par l'État fédéral. Ce que le Canada doit faire, c'est plutôt laisser le champ des législations sociales à la province de Québec et surtout lui donner des ressources fiscales pour qu'il puisse les assumer. Alors, le Conseil général, donc, arrive dans ce mémoire à la conclusion suivante. C'est au nom des faits sociaux concrets, bien établis en regard de l'histoire et de la sociologie, que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal affirme son opposition à toute tentative de centralisation sociale. Elle croit qu'une décentralisation s'impose précisément afin de permettre à la province de Québec d'orienter sa politique sociale dans le sens de ses besoins spécifiques et de ses traditions. Alors, le gouvernement canadien, lui, pensait qu'il devait établir un welfare state, des politiques de soutien à la création d'emplois, de soutien à la consommation, et donc ça impliquait la mise sur pied de programmes sociaux. Ces programmes sociaux étaient évidemment certainement utiles dans le cadre d'une société urbaine et industrialisée, mais pour les nationalistes canadiens-français, ceci créait une menace à la nation parce qu'on soutient, par exemple, dans le cas d'un programme comme celui de l'assurance chômage, on soutient que ce programme aurait des effets désastreux sur la vie économique et sociale des Canadiens français. Et pourquoi soutient-on une telle position? Ben, c'est parce qu'on pense que la politique d'aide aux chômeurs va favoriser la désertion du monde rural au profit de la prolétarisation urbaine. On explique qu'un cultivateur ne pourra jamais toucher d'assurance chômage à moins de s'exiler en ville.
Et donc, on soutenait que ces politiques sociales menaçaient le tissu social canadien-français et servaient en fait à avantager les populations des grandes villes au détriment des populations rurales. C'est pas cette thèse donc va être diffusée par la Société Saint-Jean-Baptiste qui s'inscrit bien sûr dans la pensée traditionnelle, à savoir que l'État ne doit pas se substituer à l'institution familiale et à l'institution religieuse qui devait prendre en charge les problèmes liés au chômage ou les besoins sociaux. Donc cette vision du fédéralisme manifeste en fait une conception de l'État qui doit être un État minimal, un État qui n'intervient pas dans la gestion de l'économie et de la société. Évidemment, les commissaires de Rowell-Sirois vont être insensibles à ce plaidoyer et vont proposer une redéfinition des rôles entre le fédéral et les provinces afin de favoriser une croissance des pouvoirs de l'État canadien. On recommande donc la dévolution des fonctions et des pouvoirs d'imposition au gouvernement fédéral. Donc, on demande au gouvernement fédéral de récupérer tous les pouvoirs de taxation pour financer, évidemment, ces nouveaux programmes sociaux. Et évidemment, on aussi propose, et ça c'est une mesure qui va avoir une très longue portée, la commission Rowell-Sirois propose d'instaurer un système de péréquation pour effectuer une redistribution des ressources publiques aux provinces les moins fortunées, les moins riches. Évidemment, la question de la fiscalité va être au cœur de ce combat contre la centralisation et les nationalistes, de même que l'Union nationale, vont s'unir pour combattre l'assurance chômage au nom de l'autonomie provinciale. Malheureusement, à cette époque, le gouvernement provincial du Québec est dirigé par le Parti libéral et Adélard Godbout va céder au fédéral la compétence en matière d'assurance chômage en 1940 et il le fait par une simple lettre sans même consulter l'Assemblée législative du Québec. Et ce même gouvernement Godbout, en 1942, va encore aller plus loin dans l'abdication des pouvoirs du Québec, puisqu'il va accéder à la demande du gouvernement fédéral et lui céder pendant 5 ans les pouvoirs fiscaux du Québec. C'est-à-dire qu'à partir de 1942, le gouvernement canadien perçoit l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt sur le revenu des corporations et l'impôt sur les droits de succession. Alors, cette nouvelle logique fédérale va être instituée à partir d'une conférence fédérale provinciale qui a lieu le 14 janvier 1941. Et donc, c'est à ce moment-là que la Société Saint-Jean-Baptiste va se mobiliser pour organiser une campagne de presse pour éveiller l'opinion publique à ces problèmes constitutionnels et dénoncer cette centralisation qui avait pour effet d'affaiblir les compétences du Québec. Elle va publier en 1941 un manifeste qui synthétise ses positions. Ce manifeste s'intitule « Ne pas céder, mais céder », un jeu de mots. Et donc, ce manifeste va donc aller très loin en utilisant un langage très fort. On parle de sabotage, d'attentat à l'unité nationale, de suicide de la nation pour qualifier les conséquences du rapport Rowell-Sirois. Donc, Godbout va, je l'ai mentionné précédemment, Godbout va rompre avec la tradition autonomiste du Québec et va accepter de concéder au gouvernement canadien les pouvoirs fiscaux. Cette emprise de plus en plus forte de l'État fédéral sur les politiques sociales va s'étendre aussi en 1949, puisque le gouvernement fédéral va lancer une offensive pour favoriser le
Nation Building canadien. Il va donc instituer une autre commission d'enquête, la commission Massé-Lévesque, dont le mandat est de soutenir le développement d'une culture canadienne pour contrer l'influence culturelle américaine, d'une part, et d'autre part, le mandat de cette commission est de trouver le moyen pour le gouvernement fédéral de financer les universités. On constate donc qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada veut se doter d'une politique de nationalisme culturel parce qu'on voulait à ce moment-là développer une culture canadienne pour contrer l'influence culturelle américaine. Et ce qui est nouveau dans cette approche, c'est que l'État maintenant devient un pourvoyeur de fonds pour soutenir la création artistique. Cette commission va donc rencontrer des témoins, 1200 personnes viennent témoigner. La commission reçoit 462 mémoires, mais le gouvernement du Québec, lui, s'abstient de participer aux travaux de cette commission qui va remettre son rapport en 1951. Et cette commission va avoir essentiellement pour effet d'entraîner la création du Conseil des arts du Canada en 1957 et de donner des bourses d'études pour les étudiants qui fréquentent les universités. La Société Saint-Jean-Baptiste donc intervient sur la question des subventions fédérales aux universités qui constitue une ingérence flagrante dans le domaine de l'éducation, parce que le domaine de l'éducation était réservé exclusivement aux provinces. Alors, fait intéressant à noter ici, c'est que sur cette question, la Société Saint-Jean-Baptiste est en accord avec Pierre Trudeau, qui, à l'époque, est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal et qui va donc, lui aussi, s'opposer à l'intervention du gouvernement canadien dans le financement des études supérieures. Trudeau écrit même à cette occasion, en matière d'éducation, l'État canadien, c'est l'État provincial et nul autre. Voilà donc une position qui peut aujourd'hui nous étonner, mais à l'époque, on voit bien que le fédéral menait une offensive importante pour prendre le contrôle de l'éducation supérieure. Voilà donc quelques escarmouches qui annoncent un combat féroce entre les nationalistes canadiens-français et les nationalistes canadiens pour savoir comment les pouvoirs dévolus aux provinces et dévolus au gouvernement fédéral allaient évoluer dans les prochaines décennies. Alors, merci de votre attention pour cette 13e conférence et j'espère vous retrouver à la prochaine. À bientôt.